Alors je suis évidemment intimidé par votre assemblée, par son nombre et par sa qualité, mais aussi par le domaine disciplinaire que vous représentez. Pourquoi je suis impressionné? D'abord parce que je ne suis pas de ce domaine-là. Moi j'étais prof de lettres-histoire en lycée professionnel dans le passé, et puis depuis j'ai œuvré un peu ailleurs. Mais aussi parce que j'ai toujours eu de nombreux échanges avec mes collègues d'EPS, à peu près à tous les niveaux, tant que j'étais enseignant. Après ça s'est un peu dégradé après. Et donc, je suis sorti un peu de ce secteur-là. Mais j'ai gardé une vigilance très forte. Je vais vous dire pourquoi. C'est très simple. Vous êtes dans la seule discipline qui, dans la formation initiale, comporte le mot éducation. Éducation physique et sportive. Et comme je suis un pédagogue, et je le revendique, malgré tout ce que l'on peut dire de mal des pédagogues, ça me fait très plaisir de rencontrer des gens pour qui la question d'éducation, et pas seulement d'enseignement, et pas seulement pédagogique, est une question qui est centrale dans le métier. Et je le dis à dessein parce que dans le monde scolaire, c'est le seul champ disciplinaire qui inclut ça dès le départ de la formation. Alors que les autres découvrent ces choses-là après. D'où l'écart très important entre le discours que j'entends à l'instant, mais que je connaissais déjà pour l'avoir entendu par ailleurs, dans d'autres instances, enfin, le même style de discours, et ce que l'on peut dire ailleurs, dans d'autres disciplines, à des enseignants à propos de pédagogie, éducation, etc. Et vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça tout à l'heure, quand je vais rentrer plus dans les 7 points que je voudrais évoquer avec vous, et je vais essayer de ne pas être trop long pour qu'on ait aussi le temps du débat après. Alors, 7 points qui vont être des objets de réflexion, qui vont partir un peu dans différents sens. Évidemment, ils ne vont pas du tout aborder directement votre champ disciplinaire, mais qui vont interroger plus globalement le système éducatif, le système scolaire et plus généralement l'éducation. Il se trouve que la question du mot éducation est une question qui, au départ, renvoie non pas au monde scolaire, mais renvoie globalement au développement de l'individu. Et la spécificité de l'activité que vous avez professionnellement est justement d'articuler tout ce qui est de l'ordre de l'éducation avec l'ordre du scolaire. Et ça, c'est très important, car pour beaucoup d'enseignants d'autres disciplines, il y a une séparation beaucoup plus forte. Peut-être moins les enseignants de lettres, mais parce que, on apprend à parler avant, mais vous faites partie des gens qui sont en concurrence depuis très très longtemps avec la vie sociale, dans les contenus que vous enseignez. Alors ça m'intéresse beaucoup parce que justement, l'une des questions que pose le numérique, c'est que on ne l'a pas vu venir. Alors je veux dire, on ne l'a pas vu venir, vous allez comprendre pourquoi. Aujourd'hui, il est dans la poche des gens avant d'être dans nos établissements scolaires. Parce que c'est bien beau de vouloir faire tout ce qu'on fait là, mais il faut aussi que ça suive dans les établissements, et ça ne suit pas toujours. Donc, voilà. Alors, pourquoi ça? Alors, on va commencer par la première assertion, qui est que depuis 40 années, moi j'ai commencé, là je suis en phase d'atterrissage, comme on dit, et quand j'étais au décollage, je découvrais la vidéo. Moi je faisais de la vidéo avec des hôteliers, vous savez, on filmait. Et comme pour les coiffeurs, hein, filmer la découpe d'un canard, ça n'a jamais été très génial pour permettre après ça, savoir le faire quand on est devant le client. À l'époque, on faisait encore la découpe du canard. Ou la découpe du homard, si vous préférez, enfin bon, comme vous voulez. On filmait. Donc moi, je faisais des films avec mes collègues, et puis on essayait de voir, et on voyait bien que ça ne marchait pas. Mais est arrivé alors l'informatique, et ce qui m'a atterré depuis 40 ans, c'est que on n'a pas arrêté de parler d'informatique d'abord. Et je parle d'informatique et pas de numérique volontairement. On a parlé d'informatique. Et si vous regardez tout ce qui s'est dit entre 70 et 85, date du premier plan informatique pour tous, ça n'a pas arrêté. Donc, dans le discours, c'est normal, il faut parler du numérique. Très bien. Alors, on parle du numérique, mais on oublie de dire que c'est de l'informatique socialisée, le numérique. En fait, c'est ça, le numérique. Le numérique, c'est de l'informatique qui est dans la vie sociale. Moi, je parle souvent en rapport à Weber, c'est un fait social total. Et justement, c'est parce que c'est devenu un fait social total, alors qu'au départ, c'était un fait lié à le monde professionnel, que ça pose un problème énorme.
Ça pose un problème énorme. Dans les années 80, c'était principalement les entreprises qui utilisaient l'informatique, et lorsqu'on introduisait l'informatique à l'école, on avait des rêves. Mais en 2000, ou plutôt en 2010, c'est plus dans les entreprises qu'il est, c'est dans la poche des gens. Et du coup, on a tout changé. Et ça, c'est un vrai problème, sachant que, en même temps, vous avez fait allusion au ministre qui veut interdire les téléphones portables. Le texte est en cours de rédaction. J'ai entendu des dernières versions sorties entre la direction des affaires juridiques, l'ADNE et autres qui discutent avec le cabinet du ministre pour savoir comment on va formuler cette interdiction de portable. On voit bien qu'à nouveau, on est reparti. Alors, il y avait un ministre précédent qui avait fait une stratégie, il y a des ministres avant qui avaient fait des plans, il y a un président qui a fait un plan numérique après avoir... enfin bref, on en a pendant 40 ans comme ça. Et ce qui est assez affolant, c'est que jamais, au grand jamais, il n'y a eu de réelle prescription, de réelle prise de position sur ces questions-là, qui se soient traduites par des actions concrètes. L'informatique au lycée, c'est quoi? C'est une option. D'accord? Alors, si on a des fois, alors c'est ça qui est intéressant, c'est dans des programmes que s'insinuent les éléments de « il faudra intégrer en mathématiques, par exemple, l'algorithmique ». On a parlé de l'algorithme tout à l'heure, l'algorithmique, elle doit être en mathématiques. Et ça fait très longtemps, ça ne date pas de 3 ans, ça date d'avant. Et petit à petit, on essaye de faire quelque chose. Alors, il y a une très forte volonté politique, il y a une très forte médiatisation, il y a pas mal de moyens financiers, mais ils sont largement insuffisants, rassurez-vous. Malheureusement, la réalité est très très différente. C'est que dans les pratiques réelles, l'usage pédagogique, éducatif du numérique en milieu scolaire est nettement en deçà de toutes les espérances qu'avaient développées les ministres les uns après les autres dans tous leurs discours. Donc voilà, ça c'est le premier constat. On n'a pas arrêté d'hésiter et on continue d'hésiter, et le ministre continue d'hésiter aujourd'hui. Il a d'ailleurs décidé, là il n'a pas hésité, d'arrêter le plan numérique qu'avait commencé M. Hollande avant, avait proposé, en coupant tout simplement la ligne budgétaire. Voilà, l'affaire est claire. Donc vous voyez, on est dans un milieu difficile. Donc quand vous proposez d'aller vers le numérique, on voit bien que c'est par rapport à la pertinence pédagogique que vous essayez de le faire, mais vous voyez bien en même temps que dans un certain nombre de vos établissements, vous n'avez pas forcément le soutien et les moyens suffisants pour pouvoir arriver à faire des choses raisonnables. Compte tenu du fait que les élèves ont désormais de plus en plus des bracelets connectés, des applications qui vont capter de l'information, etc., et qu'ils sont très influencés par, d'une part, toute cette montée, vous l'avez évoqué d'ailleurs à travers la santé, toute cette montée de la... vous savez que c'est dans la santé que se trouve aujourd'hui le potentiel financier de développement de tous ces appareils. Donc il y a toute une inquiétude autour, et donc le numérique vient calmer ces inquiétudes. Vous parlez du sommeil, on pourrait voir ça, c'est important. Et donc, on a aujourd'hui une montée très très forte de l'usage du numérique dans les questions de santé. D'où il est très juste ce que vous avez dit sur le cas des enfants qui sont en surpoids et autres. Mais il y a aussi un autre plan, qui est le plan des médias et de la médiatisation du sport de haut niveau, et de l'utilisation de plus en plus importante de ces moyens numériques dans les sports de haut niveau. Quand vous regardez l'usage des statistiques pour l'entraînement des équipes et la façon dont on recueille de l'information, et je peux vous dire que bientôt ce sont les capteurs en temps réel qui vont être intégrés à la raquette, à la balle, etc., et qui vont transmettre de l'information de plus en plus, on est là dans des changements qui sont extrêmement importants. Pour l'instant, ils sont réservés à des sports d'élite. Et je me souviens, moi, les premières, sachez que j'ai commencé à rentrer dans ce monde-là en 1991, au début du multimédia, où on était allé avec une entreprise présenter au bataillon de Joinville l'intérêt du multimédia pour l'analyse des mouvements. Je me souviens que c'était le début, à l'époque où on faisait ça. Bon. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une réelle prise de conscience dans le milieu dans lequel vous travaillez de l'importance, mais malheureusement, le monde scolaire et le monde éducatif, globalement, ne se donnent pas les moyens, ni en EPS, mais globalement, ne se donnent pas les moyens d'aller vers ça. Assertion suivante. Là, c'est une assertion qui va partir sur un autre champ, qui est un champ que je travaille depuis longtemps, mais qui va vous intéresser, et qui vous intéresse parce que dans les 3 formes que vous avez évoquées, justement, ces 3 formes font la passerelle, et j'ai trouvé très intéressant. Les ethnologues nous ont montré qu'apprendre se fait sous de multiples formes. Si vous regardez les travaux des ethnologues et comment on fait passer le savoir dans une tribu, dans un groupe humain, dans une micro-société ou une société, il y a plein de façons de faire passer le savoir, de faire passer la connaissance.
Il n'y en a pas qu'une, et surtout, il n'y a pas que celle qui est modelée par l'école. Or, le modèle de l'école qui s'est imposé, qui est celui dans lequel nous vivons aujourd'hui, mais sur lequel vous êtes, entre guillemets, quelque peu marginaux, de par le contenu et de par la forme et d'ailleurs vous l'avez évoqué à travers les espaces et le temps de travail. Alors que dans le reste de la classe, dans le reste de la forme scolaire, on a quand même figé pas mal de choses. Eh bien, cette forme scolaire est aujourd'hui devenue tellement évidente pour tout le monde que plus personne ne remet en cause l'idée que l'école ce soit du découpage disciplinaire avec des tranches de saucisson, des heures le matin, des heures le soir, des devoirs à faire, etc., etc. Personne ne sort de là. Alors qu'est-ce qu'on fait? On avait une discussion l'autre jour à ce sujet-là avec des collègues, c'est finalement on lutte dedans. Donc dedans on améliore, on fait ces choses moins mal. Mais on ne change pas le cadre. Et ça pour moi, c'est une réduction du potentiel d'enseignement-apprentissage dans la société, réduction liée à l'enfermement dans un système scolaire qui a fortement réduit, à tel point même que pour les gens qui travaillent sur cette bonne et mauvaise théorie des intelligences multiples, et l'argumentaire qu'avait fait Howard Gardner là-dessus, c'était de dire, bah oui, mais enfin vous comprenez, à l'école on travaille 2 intelligences. Oui, mais on en a 8. Alors on fait quoi des 6 autres? Dont une qui concerne évidemment l'utilisation du corps et son développement. Donc ça montre bien que, si vous voulez, nous sommes dans un univers où on a réduit ce qui est enseigné et apprendre à un modèle scolaire, et ce modèle scolaire, justement, est aujourd'hui répandu dans le monde entier. Si vous lisez Salman Khan sur la classe inversée, mais si vous allez voir Guy Vincent sur la forme scolaire, vous trouverez tous ces éléments qui nous montrent que c'est entre l'Europe occidentale et l'Europe centrale que se sont forgés les modèles de l'école d'aujourd'hui au XVIIIe et au XIXe. Nous sommes donc enfermés dans un système. Nous sommes tous enfermés dans ce système-là. Et ça, c'est un problème, parce que désormais, l'école est devenue naturelle pour beaucoup de gens. Troisième espace, c'est l'espace des lieux de l'apprendre. Si l'école est devenue le lieu dominant de l'apprendre initial dans nos sociétés, d'autres espaces existent depuis longtemps et certains se développent plus récemment. En fait, on a nié, c'est-à-dire que le fait du système scolaire a fait nier toutes les autres formes de l'apprendre pendant assez longtemps. Ce qui fait que les apprentissages familiaux, les apprentissages sociaux, les apprentissages associatifs, les apprentissages expérientiels, non formels, informels, tout au long de la vie, ont été longtemps mis de côté. Si vous regardez les travaux sur l'auto-formation, par exemple, ils sont récents. Prenez par exemple tous les propos de Geoffre Dumasdier, après-guerre, lui qui avait porté la civilisation des loisirs, le développement intellectuel et culturel et sportif, etc., etc. Tout ça, ça a été complètement balayé pendant très longtemps, et l'école nie cela, structurellement. Et donc, évidemment, comme vous êtes sur un champ qui, justement, est à la frontière du formel et de l'informel, puisque marcher... c'est naturel, je dirais, et on n'a pas besoin d'une école pour apprendre à marcher, au premier sens du terme. On voit bien qu'on l'apprend autrement, on voit bien qu'on l'apprend aussi parce qu'on se développe, etc., etc., et qu'au fur et à mesure, on apprend à connaître son corps, et je trouvais très important la dimension, la troisième dimension que vous abordez sur la réflexivité sur soi-même, sur la perception de son corps, mais tout ça, je dirais, heureusement que vous avez la chance de pouvoir le travailler, mais globalement, c'est des choses qui sont, je dirais, globalement exclues du système scolaire. Et ce qui est terrible, si vous voulez, c'est que dans notre société, alors je suis assez critique, vous m'excusez d'être comme ça, mais ce qui est terrible, c'est qu'on a du mal à sortir de là et d'explorer d'autres possibles. Et c'est pour ça que moi, je vous invite toujours à continuer, et le numérique n'est qu'une anecdote dans cette affaire-là, mais c'est une anecdote révélatrice. Pourquoi? Parce que si sur l'activité physique, sur les activités physiques, c'est quelque chose de très particulier, sur le reste, sur les activités dites, je dirais, intellectuelles, les activités intellectuelles, ce n'est pas, mais vous allez voir comment j'appelle ça tout à l'heure, ce n'est pas du tout la même chose. Il se trouve qu'il y a une concurrence extrêmement lourde, vous l'avez évoqué, madame, dans votre intervention au départ, c'est qu'il y a aujourd'hui un environnement nouveau qui est soumis à chacun de nos jeunes, et vous ne l'avez pas évoqué dans vos témoignages, mais ce n'était pas l'objet, mais vous êtes vous-même soumis à la perturbation liée à la présence d'un certain nombre de machines dans la poche de vos élèves.
Et que cette perturbation, qui est très importante, alors amène effectivement un ministre à dire qu'il ne faudrait plus de portable au collège, et on va faire quoi au lycée, va amener un certain nombre de gens à dire mais il faut leur interdire, alors qu'eux-mêmes sont incapables de se l'interdire eux-mêmes. Hein, quand j'interviens auprès de beaucoup de gens, je leur dis mais combien d'entre vous sont en train de consulter leur smartphone pendant que je parle? Et il y en a ici dans la salle, et c'est normal, c'est devenu quelque chose de normal, d'accord? Et c'est pas grave. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des lieux qui se sont ouverts, des lieux qui n'étaient pas des lieux pédagogiques, qui se sont ouverts à l'enseignement. Il y en a deux principaux qui sont très intéressants à observer, mais ce n'est pas les seuls, hein, mais il y en a deux principaux, c'est les bibliothèques et les musées. C'est intéressant de voir comment les bibliothèques et les musées s'engagent aujourd'hui vers le passage, vers la transmission. Alors que ça a été longtemps des lieux de conservation. C'était historiquement des lieux de conservation. On conserve, d'ailleurs on appelle ça des conservateurs. Conservateurs de musées, conservateurs de bibliothèques. Donc, ça vous dit déjà le terme est fort. Et aujourd'hui, ils sont tous en train de migrer vers d'autres formules. Par exemple, les bibliothèques, on est en train de les rebaptiser, et de les rebâtir dans certains cas, je pense au Nord-Pas-de-Calais, de les rebaptiser Learning Center. Allez dans le Nord-Pas-de-Calais, j'arrive il n'y a pas très longtemps au CHU de Lille, et puis au CHU de Lille, il y a juste l'université, le CDI, la bibliothèque, et c'est marqué dessus Learning Center. Bon. Vous allez à Lille 1, vous avez l'Iliade, hop, Learning Center. Ça veut dire qu'il y a des lieux, c'est des lieux de l'apprendre. Et donc on s'aperçoit que les lieux de l'apprendre sont en train de changer dans le monde scolaire aussi, parce que depuis que monsieur, mon ami inspecteur général, aujourd'hui à la retraite, qui s'occupait des documentalistes, je cherche son nom mais c'est pas grave, avait initié les CCC, les fameux centres de culture et de connaissances, essayent d'ailleurs qui ont l'air de vouloir revenir à la surface, un de ces quatre, on voit bien qu'il y a une évolution. Et cette évolution, alors par contre, du coup, elle est liée au fait que le numérique est en train de transformer le rapport au savoir globalement.